Bonjour et bienvenue, amis, à ce type de vidéo encore différent. J'ai pensé aujourd'hui qu'il serait amusant de classer les empereurs romains. Et bien sûr, cela prendrait beaucoup trop de temps car vous savez presque 1500 ans d'histoire des empereurs romains. Donc, nous pourrions faire ces vidéos de temps en temps et choisir une certaine période. Et aujourd'hui, je vais commencer avec la période où j'ai, je dirais, le plus grand intérêt, qui est bien sûr la chute de l'Empire romain occidental. Donc quand les choses ont commencé à aller mal dans l'Empire romain, ce qui a conduit à la chute de l'Empire romain occidental. Ce que je dirais est une période de 100 ans, allant des années 370 aux années 470, d'accord, et commençons simplement. Je n'ai aucune idée de combien de temps cela va durer. Ce qui va se passer, c'est complètement improvisé. Je pourrais divaguer trop longtemps encore, comme cela arrive malheureusement parfois. Quand je parle de l'histoire romaine, alors commençons par cette liste de classement des empereurs romains. Voici le créateur de niveau tiremaker.com. Pour les dirigeants romains, c'est l'adresse ici. Et nous avons tous les empereurs romains ici soigneusement alignés. Et nous pouvons simplement commencer à les classer. Donc, oui, je pensais que ce serait amusant de commencer après le règne de Julian, peut-être après le règne de Julian avec Valentinien le Premier. Je pense que Valentinien le Premier est un point de départ intéressant parce que c'est à ce moment-là que l'Ouest était encore fort. C'est une époque où je dirais que l'Empire romain d'Occident était en fait plus fort que l'Empire romain d'Orient. D'accord, j'entends toujours cet argument. Ou j'entends très souvent l'argument que l'Est a survécu parce que l'Est était plus puissant, était supérieur à certains égards. Mais beaucoup de gens oublient qu'à la fin des 300, ou dans la seconde moitié des 300, l'Empire romain occidental était en réalité plus fort. D'accord, plus fort que l'Empire romain oriental, et en fait, l'Empire romain oriental devait souvent demander l'aide de l'Empire romain occidental dans les 300 lorsque l'invasion des Goths a commencé. Donc, à partir de la fin des 370, je dirais jusqu'aux rébellions des Goths, Triébigild et Gainas vers l'an 400. Donc pendant plus de 20 ans, environ 25 ans pendant cette période, l'Empire romain oriental a dû demander l'aide de l'Empire romain occidental. Beaucoup de gens ont tendance à oublier ce fait. Et donc, il n'était pas clair que l'Est survivrait et que l'Ouest tomberait. En fait, c'est juste comme une série malheureuse d'événements qui a culminé dans la chute de l'Ouest. Alors commençons par cela, je dirais période sous Valentinien Ier lorsque l'Ouest était encore plus fort que l'Est. D'accord, donc Valentinien Ier, d'accord, je dois personnellement dire je pense que Valentinien Ier était un très bon empereur. C'était un très bon empereur. Maintenant, vous savez, beaucoup de gens pensent genre « Oh, je n'aime pas les empereurs chrétiens » ou genre « Je suis pro-païen, j'aime plus les empereurs païens que les empereurs chrétiens ». Ce n'est pas vrai. D'accord, Valentinien le Premier était un empereur chrétien et je pense que c'est ainsi qu'un empereur chrétien devrait être. Il était religieusement tolérant. D'abord, il était religieusement tolérant. L'intolérance des empereurs ultérieurs ou de son prédécesseur, par exemple, comme Constance II, il n'était pas comme ça. D'accord, il était religieusement tolérant, ce que je pense être un grand plus, et sous son leadership. D'accord, sous son leadership, les empires romains occidentaux ont comme réalisé les dernières, je dirais, grandes victoires et ont projeté leur puissance même dans le royaume des Allemands, donc sous Valentinien le Premier. C'était la dernière fois que l'empire romain occidental avait en réalité encore des expéditions en territoire ennemi. Comme Valentinien le Premier qui a fortifié les frontières du Rhin, les frontières des fortifications du Limay en Germanie. D'accord, il a fortifié ses remparts, il a construit de nouvelles tours de guet, il a construit de nouveaux forts, même en territoire ennemi dans les années 370. D'accord, fin des années 360, début des années 370, il a encore fait ces choses, ce qui est la dernière fois qu'un tel événement se produirait. Beaucoup ont tendance à oublier que Valentinien Ier était vraiment un grand empereur qui a remporté d'importantes victoires contre les envahisseurs germaniques. Tolérant en religion, un leader fort avec des défauts de caractère, notamment une colère excessive. D'accord, il était un peu colérique, il devenait probablement fou trop facilement.
Il s'énervait trop facilement et si nous pouvons croire cette histoire sur sa mort, apparemment il est mort alors qu'il était outré par une délégation germanique, tellement outré, tellement en colère qu'un vaisseau sanguin dans son cerveau a éclaté. D'accord, c'est assez fou. Donc cela vous montre quel genre de personnage en colère il était parfois. Pourtant, malgré ses défauts de caractère, sérieusement les gars, je pense qu'il est génial. Il était un grand empereur à mon avis. À mon avis, c'était un grand empereur et j'aurais aimé que plus d'empereurs chrétiens aient été comme lui, tolérants envers les païens. Cela aurait peut-être conduit à une coexistence pacifique de différentes religions. Comment l'Empire romain était toujours censé être? L'Empire romain était toujours, et je dirais comme, une agglomération de différents systèmes de croyances, différentes cultures, et toujours tolérant religieusement. Et c'est pourquoi j'aime Valentin. Le premier aussi maintenant nous arrivons à Valence. Son collègue de l'Est attend où est-il ici? Maintenant, vous savez que Valence sera malheureusement toujours rappelé, parce qu'il a perdu à la bataille d'Adrianople. D'accord, c'est malheureusement l'héritage de Valence pour lequel il sera toujours rappelé, comme « Oh, 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 le gars qui a perdu, oh, le gars qui a perdu contre les dieux ». C'est vrai, il devait être un terrible empereur, mais le truc fou, c'est qu'avant ce point, il était en fait un assez bon empereur. D'accord, il était comme eux aussi tolérant religieusement en premier. De toutes les réformes, ou disons les réformes religieuses, que l'empereur Julian a mises en œuvre n'ont jamais vraiment été révisées. Jusqu'à une période assez tardive, donc Valent et Valentinien Ier ont juste laissé ces lois. Ils ne s'en souciaient pas beaucoup. Ils étaient en accord, considérant qu'ils avaient des choses plus importantes à gérer, ce qui était vrai. Comme d'énormes invasions germaniques et autres événements similaires. D'accord, ils pensaient donc, mettons, cela de côté pour l'instant. En fait, Valent n'était pas un si mauvais empereur, il a remporté quelques victoires contre les Goths au début. Comme je l'ai dit, il était tolérant sur le plan religieux. C'était juste un solide empereur, jusqu'au point où malheureusement il a perdu contre les Goths à Adrianople, et c'est assez triste qu'il sera toujours rappelé pour cela. Et puis les gens disent « Oh, il était le pire empereur, il était terrible, il était si mauvais parce qu'il a perdu ». Oui, ce n'était pas une décision intelligente de ne pas attendre les renforts envoyés par son collègue occidental Gratien. S'il avait attendu les renforts de son collègue occidental Gratien, cela aurait été assez intelligent, d'accord. Ils auraient probablement remporté une victoire retentissante contre les Goths auraient été écrasés. Les Goths n'auraient jamais été autorisés à s'installer à l'intérieur des frontières de l'Empire romain et toute l'histoire de l'Empire romain aurait été différente. Alaric n'aurait pas saccagé Rome et ainsi de suite. Alaric n'aurait pas été autorisé à s'installer en Illyricum et toute cette chaîne de réactions d'événements se serait déroulée différemment. Donc, perdre à Adrianople n'était certainement pas bon, mais ce n'était pas non plus terrible. Je ne le classerai pas dans terrible. Je ne le ferai pas, vous savez, je le classerai dans médiocre ou pauvre. Je ne suis pas sûr... Perdre contre les Goths était certainement vraiment mauvais. Mais avant cela, avant de perdre, il n'était pas extrêmement mauvais, d'accord. Il n'était pas extrêmement mauvais. Donc, je vais le mettre dans médiocre. D'accord, je suis généreux avec lui, je suis amical avec ce gars, parce que à cette époque, vous savez, jusqu'à ce point, il n'était pas un mauvais empereur jusqu'à 378. Quand il a perdu à Irinople, c'était un solide empereur, et donc je vais prendre cela en compte, d'accord. Je suis vraiment désolé si certaines personnes ne sont pas d'accord, mais c'est juste la façon dont je le vois maintenant, Gratian. Oui, Gratian est aussi une figure assez intéressante à mon avis. Il était assez jeune, mais dans sa jeunesse, il a remporté quelques victoires assez impressionnantes contre les Germaniques. D'accord ? C'était comme un empereur vraiment actif qui a combattu agressivement contre les envahisseurs germaniques. Je pense qu'il a remporté des victoires contre les Alamans, contre différentes tribus germaniques, et a toujours réussi à maintenir, vous savez, la frontière. La frontière à les territoires germaniques, ce qui n'était pas une chose certaine à cette époque, n'est-ce pas? Donc c'est ce qui se passait quand l'Ouest était encore très fort, et nous voyons maintenant que les choses vont mal à l'Est. Donc l'Est fait maintenant appel
à l'aide de l'Ouest, parce que vous savez, les choses se sont mal passées à Adrianople, et Gratien voulait en fait aider Valan. Mais Valan n'a pas attendu Gratien, et donc le désastre d'Adrianople s'est produit, mais ce que je n'aime pas chez Gratien, c'est qu'il était religieusement très intolérant. Vous savez, il était comme un fanatique chrétien hardcore, comme je dirais. Il a fait enlever l'autel de la victoire, si je ne me trompe pas, de la maison du Sénat. À Rome, je pense que cela aurait pu se produire déjà plus tôt sous Constance II, mais cela est quelque peu contesté. Mais il n'était pas un gars religieusement tolérant. D'accord, il n'était pas religieusement tolérant et il est aussi mort assez jeune. Vous savez, il est mort assez jeune. Je pense qu'il a perdu, si je ne me trompe pas, contre Magnus Maximus. Je fais ça de mémoire. Alors attendez-vous à ce que je ne sache pas tout. Si je ne me trompe pas, il a perdu contre l'usurpateur Magnus Maximus. Ce qui, encore une fois, n'était pas si bon, donc je dirais qu'il est un mélange de quelque sorte. C'est un mélange, je le classerais aussi comme médiocre. D'accord, je dirais médiocre maintenant Magnus Maximus, l'usurpateur de la Grande-Bretagne. Mon Dieu, Britannia, engendrant un usurpateur après l'autre pendant je ne sais combien de centaines d'années. Waouh, quel gâchis c'était, vous savez. Et Magnus Maximus lui-même n'était peut-être pas une mauvaise personne, car il était tolérant en matière de religion. Et il pensait qu'il serait un meilleur dirigeant, alors il a envahi. Ce qui, je ne peux pas lui en vouloir énormément car c'était la pratique courante à cette époque, d'accord? Comme envahir depuis la Britannia, usurper, c'était presque une pratique courante. Je pense que Magnentius avait fait cela juste quelques décennies avant lui. Donc oui, mais encore une fois, il a perdu contre Théodose parce que Théodose est venu de l'Est pour combattre Magnus Maximus, le vainquant. Et alors, quel est son héritage ? J'essaie de penser, a-t-il laissé quelque chose de positif au monde? A-t-il laissé quelque chose de remarquable? Quelque chose de positif? Et je dois dire que je ne trouve pas grand-chose. Donc son héritage est comme oui, il a perdu contre Théodose et a sérieusement affaibli l'Empire romain d'Occident. Parce que, vous savez, les légions de Britannia qu'il a juste tuées pour rien, juste pour un gain personnel, elles était très difficile à reconstituer à cette époque, et donc il a affaibli l'Empire romain d'Occident. C'est juste ce que le résultat net de tout cela a été. C'est à ce moment que les choses commencent vraiment à aller mal pour l'Ouest, parce que toutes ces usurpations à l'Ouest ont conduit à des guerres civiles avec l'Est, et par une certaine chance, ou un coup de chance de la part de l'Est bien sûr, il y avait aussi de la construction impliquée, l'Est a gagné et a juste écrasé l'Ouest. Et ensuite, l'Ouest était bien pire. Après cette série de guerres civiles que l'Est est, Magnus Maximus a vraiment contribué à mon avis à cela. Donc, même s'il était religieusement tolérant, je suis désolé Magnus, mais ce que tu as fait n'était pas cool mec. D'accord. Ton héritage, ce que tu as laissé, c'était essentiellement un empire romain occidental plus faible. Donc je suis vraiment désolé, même si tu avais peut-être de bonnes intentions, mais le résultat n'était vraiment pas génial. D'accord, ce n'était vraiment pas génial. Maintenant, Valentinien II, d'accord, c'est un personnage intéressant. C'est en fait une histoire triste. Il était juste un jeune homme. D'accord, il était juste super jeune et probablement très influencé du Magister Militum Arbogast, et nous pouvons voir que déjà à cette époque, vous savez 370, 380, c'est fou comment déjà à cette époque le Magister Militum, un Magister Militum germanique, avait réussi à acquérir un tel pouvoir que il éclipserait l'empereur lui-même, d'accord, c'est fou. Et Valentino le deuxième était un jeune homme. Je pense qu'il avait environ 18 ou 19 ans et c'était vraiment tragique. Il aurait peut-être commis un suicide, mais ce n'est pas certain. Ou il y a aussi des rumeurs que Arbogast l'a fait tuer. De toute façon, il n'a pas fait grand-chose. Il était comme, tu sais, comme un jeune gars inexpérimenté. Et est-il inclassable? Je ne dirais pas ça parce qu'il aurait pu faire quelque chose, mais il était juste comme
C'était un empereur faible qui n'a pas fait grand-chose, donc je veux dire, c'est tragique, mais je dois le classer sur ce qu'il a fait en tant qu'empereur, et non comment il était en tant que personne. Peut-être qu'il était un gars sympathique, peut-être que j'aurais aimé traîner avec lui, tu sais, mais je dois le classer sur ce qu'il a fait en tant qu'empereur, et il n'y a pas grand-chose de bon. Il a fait ok je ne vois pas beaucoup de bien qu'il a fait, et donc son héritage n'est pas un fort. Je le mettrais dans mauvais ou pauvre, ne soyons pas si durs avec lui parce que ouais, c'était d'un jeune gars qui n'aurait pas pu faire grand-chose. Probablement, je veux dire, quoi, voulez-vous faire en tant qu'enfant, adolescent, grandissant dans des temps aussi fous, où les usurpateurs, eux, surgissent tout le temps. Et Magnus Maximus, je pense, a envahi l'Italie, encore plus menacé d'envahir l'Italie, et Valentinien II a dû fuir. Et des choses comme ça, si je me souviens bien, donc des temps très fous, je ne peux pas lui en vouloir. Et l'Ouest commençait déjà à décliner parce que nous voyons cela, déjà maintenant le Magister Militum. Le système vient mordre l'Ouest. Dans le cul, tu sais, comme ça. Le système créé déjà, comme je pense, sous Constantin, où le Magister Militum deviendrait cette figure puissante et où les Germaniques commenceraient lentement à devenir si proéminents dans l'armée romaine qu'ils graviraient déjà les rangs, et déjà à cette époque le franc. Un gars franc était Magister Militum, rivalisant avec le pouvoir de l'empereur lui-même, pensez à cela. À quelle vitesse cela s'est passé ? Constantin recrutant les premiers francs dans les années 300, début 310, 311, après ses victoires contre les Francs, et 70 ans plus tard, 2 générations plus tard, nous avons des Magister Militum francs. C'est fou à quelle vitesse cela s'est passé. Faux. D'accord, Valentin le deuxième maintenant, nous arrivons à Eugénius maintenant, donc après la mort de Valentin, le deuxième, d'accord, Arbogast a besoin d'un nouvel empereur et il choisit Eugénius. Eugénius, je pense, était un orateur à Rome, il avait un passé sénatorial, si je ne me trompe pas, mais il était juste très hautement éduqué là, une sorte de personne, un bon orateur, je dirais. Et il était un traditionnaliste. Il était comme un super traditionnaliste et il était un sympathisant païen, peut-être un païen lui-même. Et donc c'était l'une des dernières fois où nous verrions un renouveau païen à Rome. Les temples ont été ouverts à nouveau. Les païens étaient autorisés à faire des sacrifices librement. Les païens étaient autorisés à aller dans tous les temples comme à l'ancienne époque. Le culte des Vestales était autorisé à se réunir, donc tout était comme à l'ancienne, sous Eugénius, donc il était religieusement tolérant, ce que je pense était une bonne chose. Mais bien sûr, ensuite, ce qui s'est passé, c'est la guerre civile contre l'Est parce que l'Est ne reconnaissait pas Eugénius. Théodosius ne reconnaissait pas le règne d'Eugénius comme légitime. Et donc la guerre civile a eu lieu, et puis bien sûr est venue la célèbre bataille de la rivière Frigidus en 394 après JC, où l'Est a écrasé l'Ouest de manière célèbre, et cela n'était pas en petite partie un exploit de Flavius Stilicho qui était déjà à l'époque dans l'Est un leader militaire accompli. Donc Stilicho se battait pour l'Est à cette époque sous Théodose et Théodose utilisait les Goths comme une sorte de bouclier. C'était une stratégie brutale qui allait se retourner contre les Romains par la suite car les Goths n'étaient pas stupides et ils voyaient que les Romains les utilisaient comme une sorte de bouclier. Vous savez, la première ligne d'attaque, en quelque sorte de la chair à canon dans la bataille de la rivière Frigidus et des milliers, je pense. Le premier jour de la bataille était vraiment indécis et je pense que des milliers de Goths sont morts. 5000 ou 10 000, un nombre énorme. Beaucoup de Goths sont morts et les Goths n'oublieraient pas cela sera important. Les Goths n'oublieraient pas comment ils ont été utilisés comme chair à canon par Théodose. D'accord, donc. Puis le vent selon la légende, a soudainement tourné et s'était vu comme un signe divin. C'est bien sûr probablement une légende, mais en effet, il y a probablement un grain de vérité à cela parce que l'endroit où cette bataille a eu lieu, je pense, c'est plus en Slovénie moderne et cette région est connue pour un certain vent fort qui se produit parfois
venant souffler d'une certaine direction et il peut venir très soudainement et cela a changé le cours de la bataille. Le premier jour était vraiment du côté d'Eugène et d'Arbogast. Le deuxième jour, soudainement, le vent a tourné et cela a mal tourné parce que soudainement le vent a soufflé dans les visages de l'armée d'Eugène et d'Arbogast et puis ils ont perdu et ce fut un énorme désastre pour l'Empire romain d'Occident. Je ne peux pas surestimer. Quel désastre brutal ce fut pour l'Empire romain d'Occident. Ce fut un désastre fou, imaginez des légions entières anéanties juste 10 ans après les guerres contre Magnus Maximus. Donc, d'abord, Magnus Maximus décime dans cette guerre inutile quelques légions de haute qualité comitatensis, d'accord, des légions comitatensis de haute qualité, et puis encore la même chose se produit ici 11 ans plus tard, sous Eugénius et Arbogast. Imaginez ce que cela a fait à la puissance de combat de l'Empire romain occidental. C'est fou, c'était vraiment mauvais pour l'Ouest, d'accord? Donc même si Eugénius en soi aurait été cool s'il avait gagné, mais le fait qu'il ait perdu a tellement affaibli l'Ouest que même si je l'aime en tant que personnage, tolérant religieusement, d'accord, permettant aux traditions gréco-romaines de refleurir, ouvrant à nouveau les anciens temples à Rome. J'adore cette image dans mon esprit. Cela devait être, imaginez être un païen à cette époque, cela devait ressembler à un merveilleux renouveau. Imaginez être un païen à cette époque à Rome après Jésus-Christ. 392, 393, waouh, d'accord, cela devait être merveilleux, mais malheureusement son héritage, ce qu'il a fait n'était pas bon pour l'Ouest ou le génie, d'accord? Ce n'était pas bon, je suis désolé, c'était comme ça. Ce n'était pas bon, comme si je devais te mettre au lit, même si je t'aime en tant que personne ou génie. Mais tu as laissé l'Ouest affaibli, et cela me fait mal, ou génie, d'accord. Si tu avais gagné, tu aurais été très haut, certainement, mais maintenant je ne peux pas te donner un bon classement maintenant. Oh, maintenant vient un personnage intéressant. Théodose, le grand parce que chaque empereur était bien sûr automatiquement le grand, qui était un fanatique chrétien parce qu'il l'était. Si vous étiez un empereur qui était bon pour l'église chrétienne, ils seront bien sûr rappelés comme le grand parce que l'église chrétienne est ce qui a survécu à la chute. C'était l'institution qui a survécu à la chute de l'Empire romain d'Occident. Donc, si un empereur était bon pour l'église, alors bien sûr il était grand, mais Théodose était-il vraiment grand? Nous nous souvenons que c'était lui qui a écrasé les légions occidentales. Vous savez, imaginez, d'accord, je peux le comprendre, il est comme contre Magnus Maximus, c'est clair, c'est un usurpateur de Grande-Bretagne, il envahit comme ce que tu veux faire, d'accord, contre Marcus Maximus. Mais il était très concentré sur sa propre dynastie et sur son propre héritage. Je pense qu'il était un homme égoïste et je n'aime pas son intolérance religieuse. Dès qu'il a gagné, il a réprimé l'ancienne foi gréco-romaine à Rome. Il a dissous les vierges vestales, cette institution millénaire. Imagine une institution millénaire qui remonte au tout début de Rome, dissoute. Qu'est-ce que cela fait au moral des Romains? Imaginez que vous êtes un Romain de l'Ouest vivant à Rome, qu'est-ce que cela vous fait? Vous savez, c'est comme, je ne sais pas, une analogie moderne, je ne peux même pas en penser à une. C'est juste fou de dissoudre quelque chose d'aussi ancien. Institution qui est tellement liée à la fondation même de Rome. Donc l'intolérance religieuse, je n'ai pas aimé ça, il a probablement aussi fait fermer les temples à nouveau. Ce n'est pas 100% clair, mais nous pouvons reconstruire qu'à partir de ce moment-là, le paganisme était sur une trajectoire très descendante.
et il y a quelques sources survivantes disant qu'il a fermé les temples à Rome, et nous nous souvenons qu'il était le Goth qui avait utilisé les Goths comme chair à canon dans la bataille de la rivière Figetus. Il les a utilisés comme chair à canon. À quoi pensait-il? Je veux dire, il pensait probablement « Ah, utilisons ces Goths comme chair à canon, et alors nous n'aurons pas à le faire. » Nous n'avons pas à gaspiller de précieuses filles romaines, ce qui aurait d'abord pu sembler une bonne idée, mais n'a-t-il pas anticipé que peut-être les Goths ne seraient pas si heureux avec ça qu'ils pourraient dire « Hey, les Romains nous ont assez maltraités, d'accord, ils nous ont assez maltraités, nous nous en souviendrons, et c'est exactement ce qui s'est passé, d'accord. Et à partir de ce moment-là, les Goths sont vraiment devenus fous sous Alaric, et Alaric n'oublierait pas cela, il n'oublierait pas cela, et il ne pouvait pas se débarrasser des dieux. Donc Théodose n'a jamais pu expulser les dieux, il n'a jamais pu expulser les dieux, jamais. Et puis après avoir gagné à Frigidus, que fait-il? Il meurt, tout simplement. Après avoir gagné à Frigidus, après avoir détruit les légions de l'Ouest, après avoir affaibli l'Ouest, après avoir fermé les temples et été religieusement super intolérant, après que des milliers de Goths soient morts à Frigidus à cause de lui, ce qui conduirait plus tard à d'énormes répercussions, il meurt, tout simplement, et ce n'est pas suffisant, car que fait-il ensuite? Il part. Il laisse ses deux fils. Ses deux fils incompétents, Honorius et Arcadius, sur le trône, waouh. Théodose, waouh. Waouh, comme tu étais grand, tu mérites vraiment le titre de grand, très, très certainement, alors quel était son héritage. Alors, d'accord, S'il vous plaît, dites-moi quel était son grand héritage, quelle était sa contribution pour l'Empire romain, affaiblissant l'Ouest, réprimant la religion comme étant intolérant religieusement. Je ne le vois pas massacrer des milliers de Goths, ceux qui se retourneraient contre les Romains, mourir prématurément, laissant ses deux fils incompétents sur le trône. Désolé, ce n'était pas top pour moi, je ne peux pas. Il n'est pas parmi les grands, il est médiocre. Pour moi, il est médiocre. Ou d'accord, je suis désolé, beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ça. Beaucoup de gens disent « Es-tu fou ? Il a remporté quelques victoires contre les dieux. » C'est peut-être vrai, mais examinons l'héritage. Regardons l'héritage de ces personnes d'accord. Essayons de ne pas le mêler à des opinions personnelles et avec des préjugés parce que, regardez, j'aime Eugénius, je l'aime en tant que personne, en tant que personnage, mais je le mets au lit, d'accord? N'oubliez pas cela. Donc j'essaye d'être neutre ici, malgré que je pourrais avoir certaines sympathies païennes ou des sympathies gréco-romaines des anciens cultes, mais je m'efforce de ne pas laisser cela interférer. Je regarde simplement l'héritage de ce qu'ils ont fait et comment cela a affecté l'Empire romain et je vois plus de mauvaises choses. Avec Théodose, que du positif selon moi, même si beaucoup ne seront pas d'accord, j'assume totalement mon opinion. Je suis sûr que je vais recevoir beaucoup de commentaires indignés comme quoi tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est bon. Je sais que nous sommes sur YouTube, je sais que cela va arriver. Mais bon, c'est juste mon opinion sur comment je vois les choses. Oh Arcadius arrive maintenant. Arcadius, homme, je ne sais pas ce que ce gars a fait, je ne sais pas ce que ce gars a vraiment fait. Comme s'il était juste assis dans son palais toute la journée, comme s'il était assis dans son palais en priant, essayant d'être pieux, il était presque comme un moine. Il était juste assis dans le palais, allant à l'église, faisant quelques politiques religieuses à une époque où ils auraient eu besoin, par exemple, l'Est aurait eu besoin d'un empereur fort, et parce qu'il était un empereur si faible, d'autres personnes le contrôlaient, par exemple comme le préfet du prétoire de l'Est, Rufinus, d'accord, Rufinus.
Et le problème avec Rufinus, c'est qu'il était un rival de Stilicho, et cette rivalité entre Rufinus à l'est et Stilicho à l'ouest était aussi très mauvaise pour l'Empire romain, parce que beaucoup oublient, par exemple, que Stilicho a vaincu Alaric plusieurs fois, et il a eu la chance. Stilicho a eu la chance d'écraser Alaric une fois pour toutes. Je ne me souviens pas de l'année. Je suis désolé, c'était, je pense, à la fin des années 390. Je pense à un moment donné, dans les années 390, Stilicho a eu la chance de vaincre Alaric une fois pour toutes. Mais Rufinus est intervenu, d'accord, et donc Alaric a été autorisé à vivre. Et c'est directement la faute d'Arcadius d'être un empereur si faible. Et il prend simplement le crédit plus tard pour avoir écrasé la rébellion de Tribigild et Gainas, mais même alors, il n'a pas fait grand-chose, ce n'était pas son exploit. Il a construit la colonne d'Arcadius où il a commémoré sa grandiose victoire contre les Goths rebelles, mais ce n'était pas son exploit. Il n'a pas fait grand-chose, il était assis dans le palais, il priait toute la journée, il était faible, il était contrôlé par son préfet du prétoire Rufinus, par d'autres figures puissantes. Il a ensuite permis aux Goths de se rebeller, situation super mauvaise à cause de lui. Alaric a également été autorisé à survivre. Donc, c'est vraiment, je ne vois rien de bon en Arcadius, peut-être était-il comme... Au moins, je veux dire, il n'a pas au moins essayé activement de faire des choses qui étaient mauvaises, donc peut-être que sa seule bonne qualité était qu'il ne faisait rien d'accord. C'est déjà mieux que d'autres, que nous verrons plus tard, qui ont activement fait des choses mauvaises. Donc il était juste là, il était dans son palais sans faire grand-chose, donc peut-être que c'était comme ça. Il n'a pas fait activement des choses qui étaient super mauvaises pour l'Empire romain, au moins quelque chose d'accord. Donc c'est peut-être sa qualité rédemptrice, pourquoi je vais le mettre dans mauvais d'accord, pas dans terrible, mais dans mauvais, parce qu'il n'a pas activement, je ne sais pas, tué Stilicho ou quelque chose de fou. Et vous savez, à ce qui nous amènera à des empereurs qui ont fait très activement de très mauvaises choses. Constance le Second, je pense, était un usurpateur qui a eu une très courte vie, je le mettrai dans non classable parce qu'il a eu une vie très courte. Constantin le Troisième, je pense, était l'usurpateur de la Britannia. Compréhensible qu'il est. Après maintenant, l'Ouest, nous récapitulons, l'Ouest était affaibli maintenant, d'accord. Les temps de Valentin le Premier sont bien révolus. De nombreuses légions ont été écrasées par l'Est. Et maintenant, parce que l'Ouest était si affaibli et se voyait confronté à d'énormes incursions d'Alaric, merci à Théodose pour celle-là, d'énormes incursions d'Alaric et de Radagaisos, d'énormes armées germaniques, je pense que l'Italie a été envahie 4 fois. 4 fois au début des années 400, 4 fois. Qui a défendu l'Italie? Flavius Stilicho, le grand héroïque. Héroïque défenseur de l'Ouest, Flavius Stilicho a défendu l'Italie. Il a rassemblé des troupes de partout, il a dû retirer des troupes de la frontière du Rhin, il a dû recruter des esclaves et des gladiateurs comme. La situation était si désespérée qu'il recrutait même des esclaves et des gladiateurs, c'était de la folie. Donc Stilicho, un énorme génie pour avoir défendu l'Italie 4 fois contre Alaric et Radagaisos à plusieurs reprises, d'être maudit plusieurs fois, Alaric 2 fois. Radagaisos 2 fois, et puis bien sûr parce que l'Italie était sous attaque, la frontière du Rhin a été affaiblie. Vous devez retirer les troupes parce que l'Ouest a été affaibli par des décennies de guerre civile contre l'Est et donc maintenant les Germaniques ont réussi à franchir la frontière droite le 31 décembre 406 après Jésus-Christ, 406. Donc un énorme désastre et puis la Gaule est envahie. Ils descendent jusqu'en Hispanie, un énorme chaos. En Gaule et Constantin le Troisième entend ces nouvelles en Britannia et bien sûr il pense genre « Qu'est-ce qui se passe, d'accord ? Où est l'empereur ? Que fait-il rien apparemment ?» D'accord, donc il envahit et essaie de rétablir l'ordre. En Britannia, mais bien sûr, malheureusement, cela conduirait à une guerre civile et essentiellement, il n'a pas réussi à vaincre Honorius.
S'il avait réussi à vaincre Honorius, à s'installer comme nouveau empereur romain d'Occident, j'aurais peut-être une meilleure image de lui, mais il est reparti, c'était encore un de ces nombreux usurpateurs de Britannia qui ont affaibli l'empire romain d'Occident, parce qu'il a juste perdu, et il a aussi retiré essentiellement toutes les ressources militaires de Britannia, et c'est en fait, je pense, 407, quand toutes les légions de Britannia sont retirées, et Britannia est laissée à elle-même. Donc c'est à ce moment que Britannia cesse d'avoir une présence militaire romaine, une organisée, et où Britannia est essentiellement abandonnée, abandonnons-les. De facto l'abandonner, les Romains pensent toujours qu'il n'est pas abandonné. Assez drôle, mais de facto, il a été abandonné. Donc je ne vois pas ce que Constantin le IIIe a fait de bien pour l'Empire. Je suis désolé, j'aimerais pouvoir voir ce qu'il a fait comme contribution positive, mais c'est comme si Britannia était perdu et qu'il n'a pas atteint son objectif final. Il n'a pas atteint son objectif final d'installer lui-même en tant qu'empereur romain occidental. Donc, je suis désolé, je ne peux pas être trop généreux. Ici, je ne vois pas beaucoup de bonnes choses qu'il a faites, désolé. Donc, d'accord, Constance le IIIe, mon Dieu, enfin, je pensais que nous n'aurions jamais de bons empereurs à nouveau. Constance le IIIe, il n'a été empereur que pendant un court moment. Mais je dois le juger sur la base de l'ensemble de ses réalisations de sa carrière, et avant de devenir empereur, il a été fait magister militum, ce qui est le seul bon acte d'Honorius. Il l'a fait magister militum et il ne l'a pas tué. Dieu merci, et il l'a juste laissé faire les choses, et Constance le IIIe était militairement extrêmement capable, et c'était lui qui a stabilisé l'Empire romain d'Occident après ces énormes désastres des invasions de 406-407, d'accord, et le grand chaos en Gaule et en Hispanie. Il a réussi à stabiliser l'Empire de sorte que les années 410 ressemblaient à nouveau à 415, mieux que 407, 408, et il a également réussi à vaincre de nombreux usurpateurs, ce qui a malheureusement affaibli l'Empire, mais a rétabli une sorte de pouvoir centralisé projeté depuis Ravenne. Donc, la cour impériale d'Occident était à nouveau forte à Ravenne, donc je pense qu'il a réussi à stabiliser l'Empire romain d'Occident, et c'était une réalisation incroyable à une époque où l'Occident se voyait attaqué de tous côtés. Je pense personnellement que Constance III est donc grand, surtout parce que c'était une époque où les choses avaient vraiment l'air mauvaises, et il a réussi à stabiliser l'Empire, et cela aurait encore pu, à cette époque, ils auraient encore pu gagner. Ils auraient encore pu stabiliser l'Occident, comme nous pouvons le voir. Constance III prouve, pour moi, que l'Occident aurait encore pu être sauvé si on n'avait pas eu une série de très mauvais empereurs par la suite, et si Honorius et Valentin III n'avaient pas régné pendant une si longue période et fait de si terribles choses, l'Empire romain d'Occident aurait encore pu se stabiliser et aurait encore pu survivre, et Constance III en est la preuve à mon avis. Donc, Constance III était vraiment grand. Et la seule mauvaise chose que je peux dire de lui, c'est qu'il est mort trop tôt. C'est la seule chose que je peux dire de lui qui n'est pas bonne. Il est mort trop tôt, mais son héritage durable, même s'il était mort tôt et n'a pas régné longtemps, son héritage durable était essentiellement d'acheter à l'Empire romain d'Occident quelques décennies de plus. Ce qui est une réalisation grandiose, et si toutes les personnes après lui avaient été aussi capables que lui, l'Occident aurait survécu. L'Occident aurait survécu, mais cela ne devait pas être mes amis. Cela ne devait pas être car maintenant nous arrivons à Honorius lui-même. Honorius lui-même, d'accord? Et Honorius, je suis désolé, mais Honorius est comme un homme, la seule bonne chose, commençons par une bonne chose, la seule bonne chose qu'il ait faite était de permettre à Constance III de faire son truc, comme il était assez intelligent pour, après avoir élevé Constance III à la position de magister militum, après avoir tué le défenseur de Rome, Flavius Stilicho, il a au moins permis à Constance III de faire son truc et de n'a pas interféré. C'était la seule bonne réalisation, cependant son héritage. Quel est son héritage si nous regardons
Qu'est-ce que Honorius nous a laissé? Il a régné pendant une si longue période. Honorius a régné pendant une si longue période qu'il était essentiellement le gars où la chute de l'Ouest a commencé. On ne peut pas lui reprocher entièrement, car comme nous l'avons vu, les bases étaient déjà posées à la fin des années 380 et au début des années 390, quand il était encore enfant, dans les années 390. Donc, les guerres civiles contre l'Est et toutes ces choses, mais mon Dieu, tuer Flavius Stilicho comme tuer Stilicho, c'était vraiment une mauvaise décision. Et non seulement il a tué Stilicho, mais il a initié un pogrom contre les familles germaniques, comme les partisans de Stilicho. Stilicho avait beaucoup de foederati germaniques et il a essentiellement fait tuer beaucoup de ces personnes innocentes. Membres des partisans de Stilicho et des foederati de Stilicho, et qu'ont-ils fait? Ils se sont bien sûr enfuis vers Alaric. Et on rejoint Alaric. Donc, en faisant cela, il a rendu Alaric encore plus fort. Il a rendu Alaric encore plus fort et il n'a pas été capable. Il n'a tout simplement pas été capable de vaincre Alaric. Il n'a tout simplement pas été capable de sauver Rome d'être pillée, ce qui a été un choc psychologique massif. D'accord. Ce n'était pas stratégiquement le sac de Rome qui s'est produit sous Honorius, n'était pas la fin de l'Empire romain comme il est souvent dépeint. C'était une mauvaise chose, bien sûr, mais stratégiquement, ce n'était pas si super mauvais pour l'Empire romain occidental. Ce n'était pas si catastrophique qu'il ne pouvait pas s'en remettre, mais plutôt un immense choc psychologique. C'est comme un choc psychologique massif, mais ce n'était pas stratégiquement super incroyablement mauvais, donc l'Ouest se serait certainement rétabli, mais tuer Stilicho a tué comme le pogrom contre les familles. Des foederati de Stilicho ne pouvant pas. Comme il a seulement tué beaucoup d'usurpateurs, il n'a jamais été capable de vraiment chasser les envahisseurs germaniques et de les vaincre de manière décisive. Il a vaincu de manière décisive beaucoup d'usurpateurs, ce qui a essentiellement affaibli l'Ouest, mais il n'a jamais vaincu de manière décisive les Wisigoths ou les Burgondes, vous savez, ou toutes ces autres nations germaniques qui avaient envahi. Il n'a jamais fait cela, donc je suis désolé, mais je dirais terrible, je suis désolé, même sa qualité rédemptrice, comme d'accord, cette seule qualité rédemptrice qu'il a laissé Constance III faire son truc, vous pourriez aussi soutenir qu'il était seulement mauvais et non terrible. Donc, j'accepte ces deux points de vue, ok mauvais ou terrible, mais le truc, c'est son héritage, je regarde son héritage, dites-moi quel était son héritage positif. Qu'est-ce qu'il a laissé de positif pour l'Empire romain? Quels étaient les points positifs? Je ne vois pas. Je ne vois pas de points positifs. Je suis désolé, je ne les vois pas. D'accord? Oui, Constance III, il lui a permis de faire son truc. Je pense qu'il a aussi augmenté la hauteur des murs, les murs auréliens de Rome, qui étaient dans le dernier projet de construction laïque à Rome de cette époque, comme le dernier projet de construction laïque à Rome. Cela n'a peut-être pas été complètement mauvais, mais son héritage était terrible, l'Ouest s'est dissous, c'est à ce moment-là que l'Ouest a commencé à se dissoudre. Je suis désolé, mais c'est son héritage. Alors, où en étions-nous ? Ah, maintenant, Johannes, c'est intéressant. Johannes aurait en fait été un bon empereur, d'accord, aurait été un bon empereur. Malheureusement, il n'a pas été accepté par l'Est. Donc, dès que Honorius est mort, Johannes est arrivé au pouvoir. Il était religieusement tolérant, ce qui est une grande chose à cette époque. Surtout, il a permis cela. Cela était contre une sorte de renouveau païen. Beaucoup ont tendance à oublier cela, comme nous avons eu des renouveaux païens plusieurs fois encore et encore. Il n'était jamais acquis que l'ancienne foi gréco-romaine mourrait, donc il y avait une résurgence païenne. Il y avait probablement que vous pourriez retourner au temple, vous savez, comme les anciens cultes n'ont jamais été entièrement restaurés, parce qu'il n'a pas régné assez longtemps. Je pense qu'il a régné pendant 2 ans, et puis bien sûr, l'Est a envoyé une armée contre lui. Vous savez, sous la direction d'Aspar, le Magister Militum de l'Est.
et son fils Ardaburius, vous savez, et il y a eu des combats, et la dernière chose que Ioannes a fait, son dernier acte, a été d'envoyer Aetius, vous savez, pour faire d'Aetius un magister militum. Tout d'abord, c'était Ioannes, laissez-moi oublier ça. L'ascension d'Aetius a eu lieu sous Ioannes, et l'a envoyé chercher de l'aide auprès de ses fédérés anniques d'Aetius, et revenir avec ses fédérés anniques pour lutter contre l'Est. Mais Aetius est arrivé trop tard. Quand Aetius est revenu, que s'est-il passé? Théodose II avait envoyé Aspar et un autre Burius avec une armée. Ioannes a perdu. Il a été publiquement humilié, le pauvre gars, et ensuite exécuté, vraiment une fin indigne pour le pauvre gars. Et par qui a-t-il été remplacé? Nous y arriverons. Mais j'aurais aimé que Ioannes règne plus longtemps, alors l'Ouest aurait probablement eu un gars capable. Mais oui, il n'a pas régné assez longtemps. Cependant, c'est son héritage qui a permis à Aetius de monter plus tard au pouvoir, ce qui est aussi une sorte de mélange, car Aetius n'était pas un personnage purement noble. Cependant, Aetius a remporté de nombreuses victoires pour l'Ouest, donc je dois dire que malgré le court règne de Ioannes, son héritage était donc, vous savez, je ne peux pas être super méchant avec lui, strict avec lui, mais il n'a pas accompli de grandes choses. Bien que vous sachiez qu'un court renouveau païen ne suffit pas. Donc je dois encore dire pauvre, je suis vraiment désolé. Je dois encore dire pauvre, je sais que c'est brutal, mais vous savez maintenant que Théodose le Second est intéressant. Théodose le Second est un gars intéressant, souvent sous-estimé. Il était en fait un assez bon empereur, je dirais un assez bon empereur. Il était comme un mécène des arts. Il était un gars assez progressiste. Je pense que c'est sous lui que l'université de Constantinople a été fondée. Si je ne me trompe pas, je ne veux rien dire de faux, mais je pense que c'était sous lui. Il a aussi essayé de monter des expéditions, d'aider à aider l'Ouest. Je pense que c'était sous son règne que l'expédition conjointe a été entreprise pour reconquérir l'Afrique qui avait été perdue face aux Vandales. Donc, je pense deux fois en fait, dans les années 430, une fois sous la direction d'Aspar, et puis une autre fois, en 441, les deux tentatives ont malheureusement échoué. Mais il a quand même essayé d'aider l'Ouest. Mais bien sûr, malheureusement, il était le gars qui a envoyé une armée contre Ioannes et qui a envoyé Valentinien, vous savez Valentinien III, pour remplacer Ioannes. Donc, je dois lui tenir rigueur de cela car son héritage est d'avoir installé Valentinien III sur le trône occidental. Et mettre fin à la vie d'un très bon empereur, c'est donc son héritage, je ne peux pas le placer trop haut, mais il a essayé d'aider l'Ouest, d'accord? Ce n'est pas comme s'il était juste complètement négligent l'Ouest, mais bien sûr, il était religieusement intolérant, donc il n'était pas vraiment complètement mauvais. Je dirais que je le mettrais dans d'accord. Je le mettrais d'accord parce que comme je l'ai dit, il a essayé d'aider l'Ouest. Il a fait de bonnes choses, mais malheureusement aussi de mauvaises choses, et son impact durable. Son héritage durable sur l'histoire romaine sera qu'il est le gars qui a installé Valentinien le III sur le trône occidental. Probablement qu'il n'avait pas, comme beaucoup, je dirais, des alternatives. Il voulait se débarrasser d'eux comme Valentinien le III et Galaplakia qui s'étaient enfuis vers l'Est. Vous savez, quand Honorius est mort, ou peu de temps avant sa mort, et parce qu'ils avaient eu une rupture avec Honorius, ils ne s'entendaient pas, se sont enfuis vers l'Est, et ils voulaient juste se débarrasser des gars, je le comprends, mais quand même... Ce n'était pas si bien ce qui est arrivé à l'Ouest par la suite, parce que, d'accord, Pulcheria, je pense, était-ce la femme de Thudusius II, je ne suis pas sûr, mais
Je la mettrais dans comme, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment la classer. Je ne sais pas grand-chose d'elle, je ne connais pas son héritage durable, donc, pour moi, je la mettrais dans inclassable. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur ce que Pulcheria a fait, je ne suis pas sûr qu'elle ait eu une grande influence durable, donc je la mettrais dans inclassable. Donc maintenant, nous arrivons à Valentino, le troisième. Mon Dieu, c'est très rapide, terrible. Je suis désolé, Valentino, le troisième, est comme Honorius, mais probablement même un peu pire que Honorius, parce que contrairement à Honorius qui a tué Stilicho, et puis ensuite au moins a choisi un successeur capable, Valentino III ne l'a pas fait, il a juste tué Étios et c'est tout. Non, je n'ai pas de plan B, je ne sais pas, je tue le gars et je vois ce qui se passe, tue le défenseur, le dernier défenseur de Rome à cette époque, le gars qui a vaincu Attila le Hun, nous le tuons juste et nous voyons ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, bien sûr, l'Ouest a chuté brusquement. Marcellinus de Dalmatie devient immédiatement fou parce que Aetius était son ami, il se rebelle, la province de Dalmatie se sépare de l'Empire romain occidental. Immédiatement, les Germaniques profitent du chaos. Vous savez qu'ils profitent du chaos du meurtre d'Aetius, ils étendent immédiatement leur territoire, Valentino III n'a pas pu arrêter ou reconquérir l'Afrique romaine, je ne peux pas lui en vouloir. L'Afrique est tombée quand il était encore enfant, en 1989-1930, il était jeune. Et nous pouvons plutôt blâmer Galla Placidia, sa mère, qui était essentiellement une régente à cette époque. Et nous pouvons également blâmer la guerre civile entre Flavius Aetius, Bonifacius et Flavius Félix. C'était une guerre civile, une lutte pour le pouvoir en cours. Et vous savez, nous pouvons blâmer ces circonstances, mais encore une fois, Valentino III a régné pendant 30 ans, monsieur, pendant 30 ans, et qu'a-t-il fait ? Quel était son héritage si nous regardons la carte de l'Empire romain occidental, lorsque Valentino III a commencé son règne ? D'accord, 425 lui, si je ne me trompe pas. Puis nous regardons à nouveau en 455 à la fin de son règne. Une énorme trajectoire descendante comme ceci était comme si les choses allaient fortement à la baisse. La carte avait l'air tellement pire. D'accord, la carte de l'Empire romain, mon Dieu, l'Afrique était perdue. Les territoires des Germaniques augmenté énormément en taille, les finances de l'État étaient ruinées après la perte de l'Afrique. Il n'a jamais été capable de reconquérir l'Afrique. Il a tué Aetius, le très capable magister militum, donc. Je suis vraiment désolé, tu sais, je ne vois pas. La seule bonne chose qu'il a fait était en 448, il a réintroduit le droit de porter des armes Novella Valentiniani 9, je pense, la loi qu'il a passée pour permettre aux citoyens romains de porter des armes et de construire privé comme pour construire, pour se regrouper en milices, comme, tu sais, comme des défenseurs, comme pour être autorisés à combattre contre les Germaniques, parce que la chose folle est d'imaginer seulement aussi tard que 448 étaient les Romains effectivement autorisés à combattre contre les Germaniques comme fabriquer leurs propres armes, tu sais, comme se rassembler en groupe et combattre contre les Germaniques 448. Ils auraient dû faire ça en cela. Aurait dû être la première chose qui aurait dû faire ça en 407, en 4, qui aurait dû faire ça en 401, 402 déjà quand le camp, la vraie invasion a commencé et c'est comme 448, merci beaucoup cela, vient un demi-siècle trop tard d'accord, cela vient un demi-siècle trop tard, donc c'est peut-être la seule bonne chose qu'il a fait. À part ça, je ne vois rien de bon, donc vraiment mauvais. Vraiment mauvais. Petronius Maximus. Oh mon Dieu, ce gars très rapide. C'était un vrai connard, d'accord. Petronius Maximus, il était peut-être le gars qui a fait assassiner Valentino III. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait rien. Les Vandales voient le chaos. L'opportunité comme le chaos total après en succession rapide Aetius avait été assassiné, puis Valentino III, l'Ouest était en chaos, les Germaniques ont utilisé les situations. Toujours les Germaniques n'étaient pas stupides.
Ils ont toujours constaté le chaos à l'ouest avec les guerres civiles où ils s'affrontent. Ils sont en ébullition. Profitons de la situation. Tu sais qu'ils étaient intelligents. Profitons de la situation à notre avantage. Alors qu'ont-ils fait? Ils ont immédiatement saccagé Rome en 455. Ils ont navigué avec une énorme flotte vers Rome et que fait Petronius Maximus? Que fait Petronius Maximus? Il essaye de fuir Rome. Il n'organise pas de défense. Il ne t'aime pas, tu sais, il n'essaie pas de rassembler des troupes en parcourant l'Italie pour tenter de rassembler la force romaine. Défendre Rome? Non. Non, il essaie, il craint, je pense qu'il se déguise même et essaye de fuir Rome, mais il est alors découvert. Il est découvert en essayant de fuir Rome par une foule de gens en colère et il le tue. C'est ce que c'est tout ce qu'il a fait, il n'a rien fait d'autre. N'a rien fait. Que l'héritage qu'il a laissé était un empire déstabilisé et le sac de Rome, puis essayer de se sentir comme un lâche vraiment mauvais. Maintenant, amis, nous arrivons à Marcian. C'est en fait, je pense, un bon empereur. D'accord, Marcian, je ne peux pas dire trop de mauvaises choses, à propos de Marcian. Il était nombreux à oublier que c'était Marcian qui a essentiellement vaincu Attila le Hun. Comme vous le direz, quoi, mais je te déteste. Je te déteste, tu l'as vaincu. Je te déteste, tu l'as vaincu. Non, Marcian était le gars qui a attaqué Attila le Hun, je pense en 452 quand il a envahi l'Italie. Il y a cette histoire que le pape a alors miraculeusement sauvé les Romains. Ouais, belle légende. En réalité, Aetius a essayé avec toutes les très peu de troupes restantes qu'il avait pour entraver l'avance d'Attila du mieux qu'il pouvait, mais il n'avait plus grand-chose à faire à ce moment-là. Mais qui a sauvé l'Ouest à cette époque était Marcian, l'empereur romain d'Orient, et Marcian a lancé une attaque massive dans l'empire hannique, dans l'arrière-pays hannique de l'Est. Mordant les Huns au cul, en gros, les mordant au cul. D'accord, et puis les Huns, comme quoi, nous avons été attaqués dans notre patrie, et puis ils ont dû se retirer. C'est la raison pour laquelle Attila s'est retiré. Pas parce que le pape a miraculeusement sauvé l'empire romain d'Occident, comme c'est parfois le cas. Mais, vous savez, pour parfois le propager, bien sûr. Probablement des objectifs pour glorifier le pape et glorifier le sens de l'Église, et ainsi de suite, mais c'était Marcian. Donc Marcian était un empereur solide, d'accord? Il était un empereur solide qui a aidé l'Ouest, et il était très vieux, bien sûr. Vous savez, je pense qu'il était déjà dans la soixantaine quand il est même devenu empereur. Donc, je n'attends pas grand-chose d'un gars qui est dans la soixantaine. Ah, pour vous savez, régné pendant très longtemps, mais nous verrons que Marcian a fait une autre grande chose. Je ne suis pas sûr. Je ne veux pas dire quelque chose de faux, mais non, attendez. Je pense que quand Marcian est mort, Léo le Ier est devenu empereur, mais je ne pense pas que Marcian l'ait choisi. Je pense qu'il a été choisi par Aspar, je pense qu'Aspar, le magistère, Milton, romain de l'Est, a choisi Léo le Ier comme nouveau empereur, donc que Léo le Ier n'est pas l'accomplissement de Marcian, mais je dirais quand même Marcian était un solide empereur romain de l'Est qui a essayé d'aider l'Ouest, ce que je pense être une grande réalisation. Maintenant, nous arrivons à Avidus Avitus. Avitus est un personnage intéressant parce que le pauvre gars n'a pas eu de chance. Vous savez, il a été proclamé empereur par les Goths, occupé, et il est venu à Rome avec l'armée wisigothique. Le Sénat l'a instantanément détesté. Oh toi, tu es le gars qui a été proclamé empereur par les barbares, tu es comme un usurpateur barbare. Il est venu à Rome, il n'a pas eu de chance, il n'a pas été accepté par le Sénat, personne ne l'aimait. En gros, il était comme l'étranger wisigothique de Gaule. Il n'était pas lui-même un wisigoth, bien sûr, il était un gallo-romain, mais il a été soutenu par les wisigoths et beaucoup de gens n'aimaient pas ça. Mais il a gagné quelques victoires contre les Vandales, il a réussi à arrêter les raids vandales sur les côtes de l'Italie. Et c'est en fait intéressant parce que c'était la seule fois que Ricimer a fait quelque chose de grand ou quelque chose de bien. Il a remporté des victoires contre les Vandales à la bataille de Corsica, je pense, 457 je pense,
Bataille de Corsica et bataille de Sardaigne, 2 batailles contre les Vandales et c'est la seule fois que Rikima a fait quelque chose de bien. En fait, au tout début de sa carrière, Rikima a remporté des batailles contre les Vandales et Avitus, ne sachant pas quel personnage Rikima allait devenir, l'a élevé au rang de magister milito. Une mauvaise erreur, comme nous le découvrirons, mais Avitus ne le savait pas, donc Avitus voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour renforcer l'Ouest, et il est allé un peu trop loin, il a commencé à fondre. Je pense qu'il a commencé à fondre des statues et vous savez, tout ce qui était fait de métaux précieux à Rome, il a commencé à fondre des tuiles de toit dorées. Il a commencé, vous savez, à démanteler tout ce qui restait à Rome après les 2 sacs et voulait frapper des pièces avec ces métaux, vous savez, en fondant des statues de bronze et en créant des pièces de bronze. Pourquoi? Bien sûr, pour recruter de nouvelles troupes et pour, vous savez, lutter contre les Germaniques. Pour renforcer la capacité de l'Empire romain d'Occident à recruter de nouvelles armées et à combattre et peut-être à survivre. Donc, il n'était pas aussi mauvais que beaucoup le font croire, mais bien sûr, il a ensuite été renversé parce qu'il était toujours l'étranger de l'or, qui n'a jamais eu de chance. N'a jamais eu de chance, le pauvre gars, donc je ne peux pas lui en vouloir. Il a tout essayé en son pouvoir pour renforcer l'Ouest. Il a remporté des victoires contre les Vandales. Avec Rikima, il a peut-être trop essayé pour, vous savez, renforcer les finances, donc je le placerai comme... Je le mettrai dans OK pour être honnête, ça sonne fou. OK, ça sonne fou, mais je le mettrai dans OK, Il a essayé comme imaginé, le gars n'avait pas de chance, mais son héritage n'était pas aussi mauvais parce qu'il a remporté des victoires contre les Vandales. OK, il a réussi à stabiliser l'Italie en ce que les raids des Vandales étaient terminés. Les raids des Vandales étaient maintenant dépassés pendant un moment, donc ce n'était pas une mauvaise réalisation. Cependant maintenant, bien sûr, étant l'étranger, il n'a jamais eu de chance et maintenant nous arrivons, bien sûr, à notre garçon. Nous arrivons à notre garçon majorien. Nous arrivons à notre garçon majorien et majorien, bien sûr, homme. J'ai nommé la chaîne après majorien. D'accord, c'est clair que je suis un fanboy de majorien. Mais je vais essayer d'être neutre ici, je le ferai. Comme avec les autres, Majorien n'aura pas de traitement spécial, d'accord? Majorien n'aura pas de traitement spécial. Majorien, pour moi, est bien sûr un héros. Et Edward Gibbon a dit célèbrement « Je pense que Majorien représente la découverte bienvenue d'un grand » et je ne sais pas comment il l'a formulé comme la découverte d'un grand héros qui parfois surgit dans une époque dégénérée pour revendiquer l'honneur de l'espèce humaine, quelque chose dans ce genre. Grande louange, Procope a dit que Majorien était le plus vertueux de tous les empereurs romains. Pensez à cela, Procope disant cela à propos d'un empereur romain occidental. Comme si Majorien surpassait en vertu tous les précédents empereurs romains, une déclaration incroyable de Procope. Donc Majorien était l'une des dernières fois où l'Empire romain avait une chance de survivre. Il a remporté des victoires que contre les Wisigoths, contre les Burgondes, contre les Suèves, les réduisant effectivement au statut de fédérés. Il a marché, il a recruté une armée de 30 000 hommes, a reconquis le territoire germanique, et puis quand son grand dessein final s'est venu, à se réaliser comme presque réalisé. Il a essayé de reconquérir le royaume des Vandales, il a amassé, il a construit un navire, il a construit une flotte de 300 navires, ce qui était énorme pour l'époque. L'Ouest, il était presque en faillite. Souvenez-vous, comme nous parlons, l'Ouest était presque en faillite. Et il rassemble une flotte de 300 navires, parce que souvenez-vous, l'Ouest n'avait plus de flotte depuis que Constantin le Grand avait pris les 2 flottes de prétoriennes de l'Ouest pour son combat contre Licinius plus de 150 ans plus tôt, et pendant ces 130 ans, l'Ouest n'avait plus de flotte parce que l'Est avait en quelque sorte volé la flotte de l'Ouest, si vous voulez. Donc maintenant, Majorien construit une flotte pour l'Ouest, la première en plus de 100 ans, et il essaie de reconquérir le royaume des Vandales. Mais malheureusement, il n'a pas été capable de faire cela. Des erreurs ont été commises, d'accord, je ne sais pas ce que Majorien a fait. Il y a différents récits qui disent qu'il y avait des traîtres et des excellents.
Et ils ont donné la localisation de la flotte aux Vandales, et les Vandales ont donc appris où la flotte romaine occidentale était située. Elle était stationnée autour de la ville moderne d'Elche en Espagne. Je pense qu'à l'époque, elle s'appelait Portus Ilicitanus, près de Carthago Nova, et les Vandales les ont appris cela et ont alors fait une attaque surprise. Une attaque surprise, d'accord, et bien sûr, c'était vraiment mauvais. Et ensuite, sur le chemin du retour vers l'Italie, il a fait une deuxième grosse erreur, il a dissous son armée de Foederati. Ce n'était pas bien, Majorien. Ce n'était pas bien, il n'a pas prévu la trahison de Ricimer, et pour moi c'est comme, ce n'est pas bien, d'accord. C'est comme s'il aurait dû avoir le sentiment que Ricimer le trahirait. Allez mec, comment peux-tu être si naïf et ne pas voir venir la trahison de Ricimer? Il aurait dû prévoir la tragédie de Ricimer, comme Majorien, faisons-le comme ça ici. Majorien aurait été excellent s'il avait réussi à reconquérir l'Afrique vandale et s'il avait réussi à se débarrasser de Ricimer, d'accord, s'il avait réussi à tuer Ricimer pour prendre le contrôle définitif de l'Ouest et reconquérir le royaume vandale, il aurait été comme Aurélien, il aurait été comme Restitutor Orbis, restaurateur du monde, il aurait été à la hauteur d'Aurélien. Malheureusement, il n'a pas réussi à le faire. Il n'a pas réussi et je dois le juger. Je dois le juger sur cette base, d'accord? Je ne peux pas le voir à travers mes lunettes de fanboy et dire comme « Oh, c'était un gars cool ». J'aurais probablement été comme lui, il aurait dû être plus méthodique, il aurait dû attendre des renforts de l'Est, il aurait dû collaborer davantage avec l'Est. En essayant essentiellement de rassembler une flotte unie, comme ce qui s'est passé plus tard sous Anthemius 7 ans plus tard, cela s'est produit. L'Est a envoyé une énorme flotte en 468, donc une collaboration plus méthodique avec l'Est aurait été possible. Mais bien sûr, ses réalisations étaient toujours impressionnantes, il a réussi à restaurer une grande partie de l'Empire romain occidental. Comme le gain territorial était incroyable, je pense que la taille de l'Empire occidental a augmenté de 50%. La majorité pense à cela dans une période de seulement quelques années. C'était énorme. Et Coggiatium, il a essayé de réformer sa novella Majoriani, ses réformes étaient incroyables. Il a vu tous les points qui affaiblissaient de l'Empire romain occidental, tous les points, il les a énumérés un par un et a abordé chaque problème avec la loi, la décadence des anciens monuments, une loi contre la corruption, une loi contre la baisse des taux de natalité, une loi pour contrer toutes ces choses, un génie, d'accord, mais malheureusement, il était si proche, c'est tellement frustrant, si excellent, s'il avait réussi, s'il avait conquis l'Afrique et s'il avait tué Ricimer le Grand. S'il avait réussi l'une de ces deux choses, se débarrasser de Ricimer ou conquérir l'Afrique. Mais aucune de ces deux choses, je ne peux que le mettre en bien. Je ne peux que le mettre en bien, parce il serait rappelé comme essentiellement le dernier ou l'un des derniers empereurs a essayé essentiellement de sauver l'Empire romain occidental. Et c'est en fait un exploit impressionnant, mais malheureusement il n'a pas tout à fait réussi, donc je ne peux pas le mettre en excellent ou grand. Je peux même si j'adore ce gars. Évidemment maintenant Libius Severus est assez intéressant car beaucoup le voient comme une marionnette. Je ne suis pas sûr s'il l'était, il y a des conflits. Nous ne savons pas grand-chose sur Livius Severus, d'accord? Nous ne savons pas grand-chose sur Libius Severus. Il y a beaucoup d'informations contradictoires. Il a régné depuis Rome, beaucoup disant qu'il était une marionnette de Ricimer, mais il est mystérieusement, puis soudainement mort, et certains disent, je pense qu'il a régné pendant 4 ou 5 ans. Et beaucoup disent que c'était Ricimer qui l'a empoisonné, donc peut-être qu'il n'était pas autant une marionnette. Vous savez, cette chose de maître de marionnette avec Ricimer a essayé d'être un maître de marionnette. Mais je pense qu'il était un idiot qui a toujours échoué à être un maître de marionnette. Vous savez, il a essayé d'être un maître de marionnette, mais avec qui était-il un maître de marionnette? Avec Majorien, il n'était pas. Avec Anthemius, il n'était pas. Peut-être même pas avec Libius. Donc, vous savez, il a peut-être été tué par Ricimer, nous ne savons pas, nous ne savons vraiment pas. Mais malheureusement,
comme son héritage durable, il n'a pas été capable de défendre l'Empire romain d'Occident. À ce stade, tous les gains de Majorien ont été rapidement annulés sous son règne. Donc, sous son règne, chaque gain territorial que Majoin a fait a été annulé. Donc, je ne peux pas le classer très haut, mais il n'a pas fait des choses qui étaient activement mauvais parce que la situation était simplement incroyablement mauvaise et il n'a également pas été reconnu par l'Est. Ce qui était super important d'être reconnu par l'Est, l'empereur romain Dorian Léo ne l'a pas reconnu. Et c'est malheureux parce qu'il n'a alors pas eu de coopération avec l'Est et cela aurait pu être aussi la raison pour laquelle il est venu et s'est ensuite débarrassé de lui. S'est débarrassé de lui comme... Certaines sources disent qu'il a été empoisonné dans le palais des Césars sur la colline du Palatin à Rome, parce que j'ai dit qu'il régnait de Rome. Beaucoup d'empereurs à cette époque régnaient de Rome à l'insu de beaucoup. La capitale de l'Empire romain d'Occident à cette époque était plus souvent qu'autrement Rome, encore après que Valentinien III y ait déménagé, mais c'est une autre histoire. Mais, selon certaines théories, il a été empoisonné par Ricimer dans le palais des Césars. Et donc, l'héritage durable, je n'en vois pas beaucoup, je veux dire, il n'a pas été capable. Il n'a pas été capable de stabiliser l'Ouest. Il a réussi à régner pendant un temps impressionnant à cette époque, 4 ou 5 ans ou quelque chose comme ça. Donc, je le mettrai au lit. Je suis désolé, je ne peux pas voir les bonnes choses qu'il a faites. Vous savez, je ne peux pas voir les bonnes choses qu'il a faites. Maintenant, nous arrivons à Anthemius. Et Anthemius, je pense, est l'un des empereurs les plus sous-estimés. L'un des empereurs les plus sous-estimés de tous les temps. Majorien est déjà sous-estimé. Mais maintenant, enfin, les gens commencent à voir cela, à voir ce que Majorien a fait. Il y a 10, 15 ans. Majorien était le type sous-estimé, mais maintenant, grâce à vous, grâce à nous ici sur YouTube qui parlons des réalisations de Majorien, il est maintenant immortalisé dans de nombreux mèmes. Il y a beaucoup de vidéos faites sur lui. Maintenant, nous réalisons que Majorien était en fait un gars impressionnant. Mais il y a 10-15 ans, ce n'était pas le cas. Il y a 10-15 ans, Majorien était le type sous-estimé. Mais de nos jours, Anthemius est toujours sous-estimé. Et Anthemius, à mon avis, c'était la dernière chance de vraiment sauver l'Empire romain d'Occident. Anthemius était la dernière chance, pas Majorien. Majorien était la dernière, je dirais encore très bonne chance. Mais la dernière chance en soi a été entreprise sur Anthemius. Il a été envoyé par l'Est par l'empereur Léo, et la première chose qu'il a faite quand il a imaginé qu'il est arrivé à Rome. Étant comme le grec ou l'intrus grec, c'est ainsi qu'il a été vu par le Sénat romain. Il monte une expédition et essaie de reconquérir l'Afrique. Beaucoup oublient cela 467. Oui, il a essayé de monter une expédition. La première chose qu'il a faite avec Marcellinus de Dalmatie essayant de reconquérir l'Afrique, donc il vient à Rome, et la première chose qu'il fait, il essaie immédiatement de restaurer l'Empire romain occidental. Bam pense immédiatement à cela. C'est fou, puis il essaye de se lier d'amitié avec Ricimer, une mauvaise erreur, parce que nous savons avec le recul que tu ne pouvais pas être amical avec Ricky. Ricky était un psycho, tu ne peux pas te lier d'amitié avec ce gars. Mais il a dit, comme d'accord, essayons d'essayer au moins de se lier d'amitié avec Ricky. Alors, il marie sa fille Aloupia à Ricky, essaie essentiellement d'établir une structure de pouvoir stable à l'ouest et essaie ensuite de reconquérir l'Afrique. Et en 467, Marcus de Dalmatie et la contribution de l'Empire romain occidental, peut-être quelques troupes, peut-être quelques navires. Et cette expédition commence. Et pourquoi ne parvient-elle pas à reconquérir l'Afrique? Parce que d'énormes événements météorologiques ont eu lieu en été et en automne de 467, donc la flotte a été forcée de revenir un an plus tard. La suivante a essayé de reconquérir l'Afrique cette fois. Cette fois, bien sûr, avec l'aide de l'Est. L'Est envoie une énorme flotte de 1100 navires. Il y a la grande bataille du Cap Bon en 468 qui a malheureusement échoué pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec Anthemius. Anthemius n'aurait pas pu influencer le résultat. Mais il a essayé, vous voyez, il a tout essayé.
dans son pouvoir pour restaurer l'Empire romain occidental tout en son pouvoir, et beaucoup oublient cela comme « oh l'intrus grec ». Non, il a tout fait pour restaurer l'Empire romain occidental, et ce n'était pas de sa faute si le cap bon a échoué, c'était la faute de l'idiot. Basiliscus, comme je l'ai dit de nombreuses fois, l'idiot, le gars qui a écouté Asparaspa comme « oh ouais, donne à Gaiseric un temps pour préparer les termes de la reddition, putain d'idiot, tu sais », et puis Gaiseric utilise bien sûr la situation, rassemble une flotte de navires incendiaires, l'envoie contre la flotte stationnée au Cap Bonne, énorme désastre. D'accord, énorme putain de désastre, et la moitié de la flotte romaine est détruite, énorme désastre pour l'Est. L'Est se retire, Marcellinus de Dalmatie est tué en Sicile possiblement par Ricimer, oh mon Dieu, Ricimer encore, et Héraclius venant du sud de la Tripolitaine doit alors se retirer. Même s'il a réussi à conquérir la Tripolitaine, c'est souvent oublié. La Tripolitaine, pendant un court moment, faisait à nouveau partie de l'Empire romain occidental. Seulement pour un court moment, mais il doit se retirer à nouveau parce que Marcellino est mort, la flotte principale à moitié détruite. Mais ce n'était pas la faute d'Anthemius. Anthemius a tout essayé en son pouvoir, mais même alors, il n'a pas abandonné. Que fait-il? En 469, il essaie de se battre contre les Wisigoths. Il se bat sur tous les fronts, d'accord avec le peu qu'il lui reste. 469, il fait appel à l'aide de Rio Thomas, roi des Brighton. Jordanus écrit Antinous fait appel à l'aide de Rio Thomas pour se battre contre les Wisigoths. Malheureusement, encore une fois, il y a trahison et Arvandus donne le prix de l'emplacement. De l'armée de Riotamus aux Wisigoths sous le roi Euriquet, Riotamus est vaincu. Et le combat contre les Wisigoths est perdu. Mais même alors, Anthemius n'abandonne pas. Même alors, il n'abandonne pas. Il envoie son fils Anthemiolus, avec 2 autres généraux romains à Arélate pour combattre contre les Wisigoths. Malheureusement, et c'est une erreur que je dirais de la part d'Anthemius, il aurait dû diriger l'expédition lui-même, Anthemius était un général capable, beaucoup oubliant qu'il a combattu dans l'Empire romain d'Orient avant d'être envoyé à l'ouest par Léo Ier. Il a bien combattu contre les Huns, il a remporté des victoires pour l'Empire romain d'Orient, c'était un général capable. Il aurait donc dû diriger cette expédition lui-même, mais le fait est que nous ne savons même pas quel âge avait Anthemius à ce moment-là. Peut-être avait-il 60 ans. Si vous avez 60 ou 65 ans, vous ne dirigez probablement plus une expédition vous-même contre les Wisigoths. Donc, comme nous ne savons même pas quel âge avait Anthemius, nous ne pouvons peut-être pas lui reprocher d'avoir envoyé son fils Anthemiolus. Malheureusement, Anthemiolus et les autres n'étaient peut-être pas les meilleurs généraux, et ils ont donc perdu contre les Wisigoths. Et donc, vous voyez, Anthemius a tout essayé en son pouvoir pour gagner. Tout, il n'a jamais abandonné. Et il était tolérant en matière de religion, ce qui était très rare à cette époque. Il était ami avec Marcellinus de Dalmatie, il était ami de Messius, Phoebus Severus. Il fréquentait probablement tous l'académie néoplatonicienne de Proculus à Alexandrie. Donc il était un philosophe, un penseur, très tolérant en matière de religion, un patron des anciennes voies, si vous voulez. Donc il envisageait même de restaurer le Chalcédome gréco-romain et de rouvrir le temple de Jupiter selon Damas. Pensez-y, c'est fou. C'est insensé, rouvrir le temple de Jupiter en 470. Pensez-y, c'est fou. Donc il était, je pense, Anthemius pour moi. Et le gars le plus négligé est toujours comme l'intrus grec. L'intrus grec. Je le mets au même endroit que la majorité. Vous direz comme quoi, êtes-vous fou? Êtes-vous fou? Oui, mais regardez, je juge aussi les réalisations durables. Majorien n'a pas établi une dynastie majorianique, il n'a pas réussi à reconquérir l'Afrique et à tuer Ricimer. Donc tous ses gains ont été rapidement annulés. Et Anthemius a également tout essayé en son pouvoir. Il a tout fait pour l'Ouest. Il a donné sa vie pour l'Ouest comme majorien. Parce que comme majorien, il serait tué par Ricimer parce qu'il était si indépendant et Ricimer voulait toujours être le marionnettiste. Cet idiot, et bien sûr cela a conduit à la guerre civile avec Ricimer.
Et puis Ricimer marche sur Antémus qui règne depuis Rome, à l'ancienne, ayant sa résidence dans l'ancien palais des Césars sur la colline du Palatin. Ricimer marche sur Rome, il saccage Rome, des milliers de Romains meurent. Vous savez, Ricimer, un gars sympa, n'est-ce pas, tuant tant de gens, tant de personnes innocentes, juste pour sa propre cupidité personnelle. Et le pouvoir. Soif de pouvoir, et Antémus est tué soit par Ricimer, soit par Gundobad. Donc c'est la fin d'Antémus, c'est triste, juste triste. Olivius était essentiellement juste un putain de pantin homme, je déteste le gars. Il était vraiment un pantin de Ricimer. Il était un pantin de Ricimer et n'a rien fait. Il était mort peu après être devenu empereur pour une très courte période. C'était un parfait idiot, inutile d'en parler davantage. Trop longtemps. Il n'a pas régné longtemps, il est juste mort immédiatement comme un idiot. Il était un pantin de Ricimer. Luttant contre Antémus en se rangeant du côté de Ricimer, c'est super mauvais. Super mauvais. Léo le Premier, ami, Léo le Premier. D'accord, non? Léo le Premier. Faisons cela comme Léo le Premier. Je le place excellent, parce que je le compare non pas à des gens comme Trajan maintenant ou à Aurélien, d'accord? Je le compare à ses semblables. À cette période de 100 ans de Valentine le Premier à la chute de l'Ouest. D'accord, je le compare à ses pairs de cette époque, pas si je le comparais à Aurélien bien sûr ou à Trajan. Je ne le mettrai pas excellent parce que Aurélien et Trajan seraient excellents, d'accord, mais je le compare à ses pairs et Léo le Premier, mon Dieu, il était la raison, d'accord, il était la raison pour laquelle l'Empire romain d'Orient a tellement gagné en puissance à l'époque où l'Ouest est tombé. Il était la raison, il a consolidé le pouvoir à l'Est. Il était un très bon administrateur, mais pas seulement. Il n'a pas seulement amélioré les finances de l'État. D'accord, après la bataille de Cape Bond, les finances étaient vraiment mauvaises. D'accord, elles étaient vraiment mauvaises, mais ce n'était pas de sa faute, pas directement du moins. La seule erreur, je pense, qu'il a commise était d'être un mauvais juge de caractère et d'envoyer Basiliscus comme commandant de la flotte à Cape Bond. C'était la seule erreur que je vois. Mais à part ça, il a tout essayé en son pouvoir pour sauver l'Ouest. Tout. Il était l'empereur qui a réalisé les gars, si l'Ouest tombe, l'Est tombera aussi. Et c'est ainsi que c'était, souvenez-vous, beaucoup de gens pensent cela, beaucoup de gens pensent que, ah oui, l'Ouest était juste faible et pas de problème quand l'Ouest tombe, l'Est n'a pas besoin de l'Ouest. Dès que l'Ouest a disparu, l'Est suivrait, ce n'était qu'une question de temps. C'était juste une question de temps, l'Ouest a besoin de l'Est pour survivre, et l'Est a besoin de l'Ouest pour survivre. C'était une relation symbiotique, c'était comme une chose symbiotique. Si une partie meurt, l'autre mourra aussi. Juste une question de temps quand elle mourrait, c'est de ma théorie, mais je peux me tromper sur ce point bien sûr, mais c'est le sentiment que j'ai. Donc Léo le Premier essaye encore et encore de sauver l'Ouest, envoie comme coopère, accepte l'empereur de Majoria, envoie Antémus à l'ouest, envoie d'énormes flottes pour aider l'ouest, consolide le pouvoir à l'est. Vous savez, je ne peux rien dire de mal sur le gars, je ne peux rien dire de mal sur lui, et c'était son règne, à partir de 457, comme ses 17 ans. Oh, et j'ai oublié une chose, il s'est débarrassé d'Aspar. Aspar était l'intrus germanique, la subversion germanique à l'Est. Il était un peu comme le pendant de Ricimer, il était le Ricimer de l'Est, mais pas aussi mauvais que Ricimer, il était beaucoup mieux. Mais il a tué Aspar, mettant ainsi fin à l'influence germanique. Il a débarrassé l'Est de la subversion germanique. Les gars, pensez à ça. C'est énorme, débarrasser l'Est de la subversion germanique, c'est comme un énorme accomplissement. En soi. Et la seule mauvaise chose que je pourrais imaginer me mettant aussi en grande. Parce que c'était essentiellement son manque de prévoyance pour choisir Basiliscus. Pour choisir Basiliscus, comme vous le savez, le commandant de la flotte à Cap Bon, mais je le compare un peu à ses pairs. Et je pense qu'il a tout essayé en son pouvoir.
Et lui et son héritage durable, et oui, il n'a pas pu sauver l'Ouest, mais encore une fois, ce n'est pas de sa faute. Il était vieux à ce moment-là. Le gars était, je pense qu'il est mort à l'âge de 74 ans. Selon ses amis, il était dans la soixantaine à cette époque et ne pouvait pas aller lui-même à la guerre ni diriger une immense armée à 60, 65 ou 70 ans. Donc vous savez, mais il a tout essayé et il a dû choisir des généraux. Et bien sûr, il a eu la malchance avec Basiliscus. Donc, c'est la seule mauvaise chose que je peux dire de lui, vous savez, donc je vais le mettre en excellent, je vais le mettre en excellent, Glucurius. Nous ne savons pas grand-chose à nouveau, nous ne savons pas grand-chose sur Glucurius. Glucurius a été empereur romain seulement pendant une très courte période. Et puis l'une des dernières actions de Léo Ier, il a envoyé Naples à l'ouest. Essayant encore de sauver l'ouest après toutes ces catastrophes, envoyant à nouveau Naples à l'ouest avec une armée. Et déposant Glucurius, et Glucurius aurait pu être une marionnette de Gundobad, le successeur de Ricimer, et quand Népos a débarqué en Italie, Gundobad s'est retiré comme Gundobad a fui vers ses copains burgondes. Vous savez, Gundobad, une terrible personne d'ailleurs, un psychopathe complet, comme Ricimer. Comme son oncle Ricimer, un psychopathe complet également. Un gars complètement fou et brutal. Et oui, il n'y a pas grand-chose à dire sur Eucarius, mais son héritage durable, il n'a pas fait grand-chose. Je pourrais même le mettre dans la catégorie non classable parce que nous ne savons tout simplement rien de lui et il n'a entraîné que pendant une très courte période, mais encore une fois, il n'a pas réussi à faire quoi que ce soit de bon pour l'Ouest. Donc, je vais probablement aussi le mettre au lit parce que quel était son héritage ? Il n'a rien réussi à faire pour l'Empire romain d'Occident. Il n'a pratiquement rien réussi à faire. Donc oui, c'était ici le fils de Léo Ier. Je pense qu'il est mort très jeune. Nous ne pouvons pas le classer. Et maintenant, Basiliscus, les gars, faisons cela rapidement. Terrible Basiliscus, un complet idiot, c'était le gars, en gros, c'était le gars qui a échoué à Cape Horn. Et puis, il usurpe Tsenou. Il usurpe même l'empereur romain Tsenou, l'empereur romain d'Orient Tsenou. Pourquoi ? À cause de son usurpation en 475, Tsenou doit se battre à l'Est. Il y a une guerre civile à l'Est à cause de l'usurpation idiote de Basiliscos. Et c'est la raison pour laquelle Tsenou n'a pas pu aider l'Ouest autant, parce qu'il était constamment préoccupé par les guerres civiles à l'Est. Et Basiliscos est la raison pour laquelle Basiliscus échoue comme un idiot à Cap Bonne et usurpe le pouvoir à l'Est contre Séno, étant essentiellement la raison pour laquelle Séno ne peut pas aider l'Ouest. En gros, Basiliscus est la plaie de l'Empire romain d'Occident. Il était la raison pour laquelle ils ont perdu à Cap Bonne. Et il est encore la raison pour laquelle Séno ne peut pas aider l'Empire romain d'Occident. Il a massivement détruit l'Empire romain d'Occident de manière folle. Il n'y a rien de bon à dire sur ce gars. Romulus Augustulus, c'était un enfant. Il est inclassable. C'était un enfant, il a été installé par son père Flavius Orestes qui, lorsque Népos a fait d'Oreste le Magister Militum, ce qui était une mauvaise décision de Népos, soit dit en passant. Et nous ne pouvons pas blâmer Romulus Augustulus ou Romulus Augustus. Augustulus est en fait comme se moquer de lui, c'est traduit par le petit Augustus, donc Romulus Augustus, comme il serait correct, avait 15 ou 16 ans quand il a été déposé par Udoaca. Que pourrait-il avoir fait ? Rien d'incroyable pour moi, Julius Népos. Oh mon Dieu, c'est un sac mélangé. D'une part, il a fait de bonnes choses. D'une part, il s'est débarrassé de quand il a débarqué en Italie avec une armée romaine orientale, l'une des dernières choses que l'Empire romain oriental a fait en envoyant Népos à l'ouest de Gundobad. Il a fui les Burgondes et ainsi déposé Lucarius et donc essentiellement libéré l'Italie. Il a libéré l'Italie de la subversion germanique. D'accord, donc pendant un très court moment,
nous avons eu la situation amusante que finalement l'Empire romain occidental a été libéré de Ricimer qui est mort en 472. Finalement, il a été libéré de Gundobad, plus de généraux germaniques, subvertissant essentiellement l'Empire romain occidental. Mais ce n'était qu'un bref instant car Népos, dans sa folie, remplace le magister Miltum, assez capable Ecdicius, qui était à cette époque magister Miltum par Flavius Orestes, une terrible erreur. Comme on le verra encore une fois, une terrible erreur de jugement de caractère. Parce qu'Oreste se rebelle immédiatement contre Népos. Immédiatement, vous savez, un mauvais juge de caractère. Donc Népos, peut-être avait-il de bonnes intentions, peut-être pensait-il qu'Oreste était un gars capable, mais un mauvais juge de caractère, et c'est essentiellement la raison pour laquelle l'Ouest est alors tombé. C'est la raison pour laquelle l'Ouest est tombé, parce qu'Oreste revendique le pouvoir, vous savez, et puis de Odoacer usurpe essentiellement Oreste. Donc, si Népos n'avait pas remplacé Edicius par Oreste, alors peut-être que toute la situation se serait développée différemment parce que Edicius était vraiment un gars capable. Ce gars a combattu contre les Wisigoths. Il y a cette histoire folle, Addicus combattant contre les Wisigoths avec 18 cavaliers. Je répète, 18. Pas 1000, pas 100, 18. Il n'avait rien pour travailler, et était toujours capable de défendre Arilat et de nombreuses villes à cette époque contre les Wisigoths avançant. Pensez à cela. Il ressemblait à un guérillero utilisant divers objets. Il était comme. Il travaillait avec rien, il était une poignée de personnes qui se battaient contre l'armée wisigothique, et si ce n'est pas héroïque, je ne sais pas ce que signifie héroïque, c'est fou, et il remplace ce gars, Népos. Tu remplaces ce héros par Oreste, donc je ne peux peut-être pas. Peut-être qu'il avait de bonnes intentions, mais je suis désolé, je dois le juger sur ce qui s'est passé. Et plus tard, il n'a pas réussi à reconquérir l'Italie. Il a fui l'Italie lorsque la rébellion d'Oreste s'est produite. Il a fui en Dalmatie et a essayé d'obtenir du soutien de l'Est. Mais bien sûr, maintenant que Léo le Ier est mort en 474, puis Séno est arrivé, et immédiatement, Basiliscus, l'idiot, s'est rebellé contre Séno. Séno n'avait pas le pouvoir, n'avait pas la main-d'œuvre pour envoyer de l'aide à l'Ouest. Et souvenez-vous que l'Est était en assez mauvais état depuis le Cap Bonne, il a ruiné l'Empire romain d'Orient dans une certaine mesure, et Samuel n'avait plus la capacité, avec l'usurpation de Basiliscus, d'aider l'Ouest. C'est vraiment mauvais d'accord, donc homme, je veux dire, et puis Népos n'a tout simplement pas été capable, il n'a jamais été capable de reconquérir l'Italie, probablement qu'il a essayé, probablement en 480, il y a des rumeurs que c'était la raison pour laquelle il a été tué en 480, il était toujours l'empereur romain d'Occident de facto jusqu'en 480, même après qu'Odoacer a pris le pouvoir d'accord, il était l'empereur romain d'Occident de facto, donc. Mais quel était son héritage? Il n'a rien accompli, il n'a pas réussi à, oui, il a renversé la subversion des Magister Militum germaniques, oui, mais c'était une brève image car ensuite Odoacer est arrivé et a complètement supprimé l'institution des empereurs romains d'Occident et il n'a jamais été capable de reconquérir l'Italie, donc je ne peux pas le classer très haut. Je suis désolé, je ne peux pas, même s'il aurait pu l'être en soi. Un bon gars qui a vraiment essayé de restaurer l'Ouest, mais il n'a pas vraiment été capable de le faire de quelque manière que ce soit, pas du tout. Donc, et je pense qu'il a même fait des concessions aux Wisigoths en leur donnant des territoires. Je pense qu'Arelata est tombé sous le règne de Népos, si je ne me trompe pas, à 100%. Donc, je ne vois pas les nombreuses bonnes choses que Julius Népos a faites. Vous savez, et c'était essentiellement son mauvais jugement qui a permis à Oreste de se rebeller et qui a ensuite conduit à la montée d'Odoacer. Donc oui,
Mes amis, c'est ça, je dirais que j'ai encore divagué beaucoup trop longtemps. Oh mon Dieu, 1 heure et demie, je n'ai aucune idée de qui regardera ça. Je ne pense pas que beaucoup de gens regarderont cette vidéo, mais je fais ces vidéos de temps en temps. Vous savez, pour que vous voyez de moi des choses non scénarisées, des divagations que vous pouvez peut-être trouver intéressantes, peut-être que vous apprendrez des choses, ou peut-être que c'est intéressant de voir comment je pense, même si vous n'êtes probablement pas d'accord avec moi sur tout, parce que rappelez-vous, classer les empereurs romains est probablement la chose la plus subjective qui soit, c'est la définition de la subjectivité. C'est super subjectif, tout le monde le fait en fonction d'un certain sens, dans une certaine mesure, en fonction de préjugés personnels, en fonction d'un manque de connaissances complètes. Nous ne savons pas tout ce qui s'est passé et je ne connais pas non plus toutes les sources, je ne sais pas tout par cœur, d'accord? Donc, nous jugeons toujours tout sur la base de données incomplètes, mais c'est vrai pour tout, comme pour la politique par exemple, ou pour la complexité du monde, nous jugeons tout normalement sur la base d'un ensemble de données incomplets, ce qui nous amène très souvent à de mauvaises conclusions. Donc je ne dis pas ici que mon classement est parfait, je pourrais avoir classé d'une manière avec laquelle vous ne seriez pas d'accord, ce qui est bien. S'il vous plaît, écrivez dans les commentaires comment serait votre classement pour ces 100 ans environ, de Valentinien le Ier jusqu'à la chute. En guillemets de l'Ouest, parce que nous savons qu'en 476, l'Ouest n'est pas vraiment tombé. Rien n'a changé à Rome. Rome n'a pas soudainement et miraculeusement brûlé ou quoi que ce soit, l'infrastructure, les bâtiments ressemblaient en 500 après Jésus-Christ, 520 après Jésus-Christ. Probablement même mieux qu'en 470 après Jésus-Christ, vous savez, parce que Théodoric a fait réparer de nombreux bâtiments plus tard, et puis en fait il y avait une sorte de mini-âge d'or. Sur le royaume astrogothique, donc l'Ouest n'est pas tombé en 476, mais c'est comme cette date symbolique que j'ai maintenant choisie comme la période de temps, c'est 100 ans depuis Valentinien le Ier, quand l'Ouest était encore plus fort que l'Est, jusqu'à la chute de l'Ouest, quand bien sûr l'Ouest n'était absolument plus fort et l'Est était la nouvelle puissance. Vous savez donc, ces 100 ans sont intéressants pour moi et j'espère que vous l'avez également trouvé intéressant. Maintenant, j'ai vraiment divagué trop longtemps. Désolé pour cette longue vidéo, j'espère que vous l'avez tout de même trouvée intéressante d'une certaine façon. D'une certaine façon, j'adore faire ça. De temps en temps, et vous savez, je travaille toujours bien sûr sur les vidéos principales, mais celles-ci sont juste comme les vidéos qui pourraient vous intéresser parce que vous voyez comment je suis en tant que personne, comment je parle vraiment sans script et ainsi de suite. Donc oui, je ferai cela de temps en temps. J'espère que vous vous êtes amusés, mes amis. À la prochaine vidéo principale. Bonne journée, où que vous soyez, à la prochaine. Au revoir.